vrai, je défends pas l'idée que l'entrepreneuriat c'est la liberté, parce que pour moi c'est tout l'inverse, quoi. Je sais pas si c'est tout l'inverse, mais en tout cas c'est pas la liberté. Mais tes choix t'appartiennent quand même, quoi. Et ça, moi je le palpais assez vite. Et puis après derrière ça, il y a le côté, c'est peut-être là le côté commercial, c'est que moi j'adorais faire le marché avec mon tu père. fais partie des marchés. Ouais, mais parce que tu vois, on savait pas quoi faire du gamin et qu'il fallait traîner, et tu vois, et moi j'étais sur le truc. Tu peux faire d'un lieu un business model à part entière. Typiquement, les deux grands exemples qui se posent sur ça, c'est coworking, co-living. Parce que dans un marché où l'immobilier, où l'argent était pas cher, où l'immobilier allait très bien, c'était une manière très simple de voir, de projeter un projet, quoi. Tu vois, Babel, je crois qu'ils ont relevé 40 millions là récemment pour déployer d'autres résidences partout en Europe. Bravo les gars, quoi. En revanche, ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que surtout sur un métier comme l'immobilier, et même l'immobilier de service, il faut du fric. Il faut beaucoup de fric pour déployer. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable, avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Avant de démarrer cet épisode, un petit mot sur notre partenaire MyTraffic. Dans le e-commerce, les marques sont ultra équipées pour analyser leurs performances avec des outils comme Google Analytics, Content Square ou Hotjar. Bref, chaque décision s'appuie sur des données. Mais dans le commerce physique, l'intuition reste trop souvent la norme. Les données sont incomplètes, floues, tardives, voire absentes. Alors qu'on parle pourtant de choix stratégiques. Implantation, expansion, performance. Avec MyTraffic, tu passes à une logique de pilotage par la donnée. Emplacement, performance, expansion, tout devient mesurable. MyTraffic, c'est le Google Analytics du monde réel. La plateforme est pensée pour les marques avec un réseau physique. Boutique, pop-up, corner. Si vous voulez trouver l'emplacement optimal pour votre prochain point de vente, comprendre d'où viennent vos visiteurs, suivre vos performances et celles de tes concurrents, estimer votre potentiel de CA par zone, en quelques clics, tu accèdes à des données fiables, précises, activables, flux piétons, zone de chalandise réelle, taux de pénétration de ta marque par ville. Vous ne décidez plus à l'instinct, vous décidez avec MyTraffic. Déjà adopté par Kabaya, Decathlon, Quick ou encore Emma, afin de les accompagner dans leur stratégie d'expansion, MyTraffic vous offre aujourd'hui une analyse gratuite sur l'adresse de votre choix. Découvrez la puissance de la donnée de flux sur mytraffic.io. Bonne écoute. Bon Greg, merci d'être là, on va attaquer direct comme ça. On est là chez toi, on est là au Palace à Nantes pour Bienvenue. notre podcast. On va parler de plein de choses. On a un angle avec Fondation qui est de parler d'immobilier, globalement. Toi, tu es un peu le dernier maillon de la chaîne sur la partie IMO, entre ceux qui construisent, ceux qui font plein de choses, les travaux et ainsi de suite. A priori, j'arrive quand tout est fait. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, on va parler de tout ça. On va aussi un peu te parler de ton passé d'entrepreneur, parce que tu as un peu de passif, tu as un peu de choses qui ont été réalisées avant. Donc, j'aimerais bien comprendre tout ça. Carrément. Donc, si tu peux commencer par te présenter, ça sera avec plaisir. Qui es-tu, Grégory ? Effectivement, je m'appelle Grégory Thibord. Je suis ce que je me qualifierais au moins sur le côté pro d'entrepreneur. Je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qui me définit bien. Depuis très longtemps maintenant, j'ose même pas dire le temps parce que ça va permettre de calculer mon âge. Moi, j'ai vu sur LinkedIn et... Non, le dis pas. Non, mais c'était impressionnant, en vrai. Non, mais ça fait longtemps. Ouais. En fait, la première boîte que j'ai montée, c'était en 2005. Moi, j'ai une formation plutôt sales à la base. J'ai fait une petite formation BTS et puis j'ai fait l'Institut des cadres supérieurs de la vente au CNAM en cours du soir. Mais ce qui m'a le plus fait marrer dès le début, c'est de bosser en fait. Donc c'est pour ça que j'ai bifurqué vers l'alternance assez vite. C'est pour ça que j'ai fait les cours du soir parce que ça me permettait de bosser à côté. Et c'est ce qui m'a éclaté. Et je crois que ce que je fais le mieux, en fait, depuis le début de ma vie, c'est de vendre. Même si je ne suis pas un académicien de la vente. Mais ça, j'aime bien pousser des idées,
pousser des concepts, les faire accepter, écouter aussi vachement. Moi, j'aime beaucoup cette phase d'écoute. Bref. En tout cas, je suis un sales à la base. J'ai fait évoluer mon profil vers le market. Plutôt B2B parce que je sais pas, c'est comme ça que ma carrière s'est dirigée. Et plutôt nouvelle techno. Mon histoire à moi, ça a toujours été de travailler. Enfin, ma première expérience pro, mon premier stage, c'était dans ce qu'on appelait l'IT, quoi. Ok. Pareil, en vendeur, en phoneur, quoi, tu vois, le SDR, le téléphone, le truc, ouais, exactement. Okay. C'était drôle. Et puis j'ai construit cette espèce de triptyque, de ce triptyque vendeur, B2B, nouvelle techno, et que j'ai transformé dans un modèle d'entrepreneuriat où la première boîte que j'ai montée, c'était accompagner les boîtes de nouvelles techno à vendre plus. Voilà. Et en fait, quand tu vends plus, il y a très souvent il y a les sales, mais il y a le market aussi. Et donc, ça nous a amené à développer une agence au fur et à mesure qui a ce qu'on appelait Agence 360, qui s'appelle toujours Swimming Pool. Et voilà, et ça a fait de moi un parcours dans lequel, là-dedans, on a créé quelques boîtes, planté quelques boîtes, des studios de prod vidéo, etc. Ok, c'est bien marré. On va parler de tout ça. Juste un peu en avant, t'as une famille d'entrepreneurs, tu viens de ce monde-là ou pas du tout? Ça devient comment ce sujet-là? Ouais, je sais pas. Ça, c'est un truc que j'arrive jamais à calculer, tu vois, à savoir si c'est ton passé qui nourrit ta vision entrepreneuriale ou tes ambitions entrepreneuriales. Moi, j'ai quand même grandi avec la vision de l'entreprise familiale. En fait, mon grand-père avait monté une boîte qui s'appelait Tibor, pour le coup. Facile. Ouais. Est-ce que ça s'appelait Groupe Tibor ou... Non, vraiment, c'était Tibor et c'était TIBOR. Si tu regardes sur Internet, tu peux voir encore des traces de cette marque. Et c'était issu de l'industrie du textile dans l'Aube, à Troyes. Tu vois, le pays de la bonneterie, là où il y a tu viens de Petit là-bas, Bateau, Lacoste et tout. Bah, en tout cas, la famille de mon père vient de là-bas. Ouais. Okay. Et donc, moi, j'ai vécu avec ça. Et j'ai vécu avec la fierté... alors, mon grand-père était décédé, mais j'ai vécu avec la fierté d'avoir mon nom sur des chaussettes et sur quelques articles textiles. Franchement, c'était tout cheap parce que c'était vraiment la fin de l'industrie du textile française, quoi, quelque part. Tu vois, on parle de la boîte est morte en 89. Moi, j'étais tout gamin, quoi. Mais en revanche, j'avais ça au corps, quoi. Tu vois, j'étais hyper fier. Et quand on m'a annoncé, tout gamin, que la boîte était rachetée par les Italiens, je sais pas quoi, et que la marque allait disparaître, j'en ai chialé toutes les larmes de mon corps. Ah ouais, c'est vrai, ça m'a vraiment marqué pour le coup. Donc, je sais pas à quel point ça a compté pour mon parcours, mais en tout cas, je sais que j'avais déjà cette fierté de l'entrepreneuriat familial, maison, etc., qui me portait. Tes parents, moins? Enfin, tu parles de ton grand-père. Et en fait, pareil, moi, mon paternel ne bossait pas pour l'entreprise familiale, mais il faisait des collections de textiles qu'il vendait soit en magasin saisonnier, soit sur les marchés l'hiver ou en tout cas les périodes plus creuses. Okay. Et donc, ils avaient monté leur petite boîte avec ma mère qui intervenait dedans. Donc moi, j'ai vécu dans les cartons de textiles, dans les marchés le matin. Voilà. Ils avaient même monté à Nantes un des tout premiers magasins d'usine dans le quartier Bouffet. Ah ouais. Ouais, le truc à planter. Voilà, c'était un bel échec. Trop tôt. trop tard, j'en sais rien. En tout cas, ça va. Et puis en fait, il n'y avait pas d'usine à côté, alors personne ne comprenait le concept. Pourquoi magasin d'usine, c'est quoi ce bordel? D'accord, c'est intéressant. Ouais, donc tu as quand même un peu vécu là-dedans. Enfin, effectivement, il n'y a pas de règle pour entreprendre, n'importe qui peut entreprendre là-dessus. Après, quand tu es un peu biberonné là-dedans et que le dimanche, ça parle de ça, je pense que tu as un peu des réflexes quand même naturels. Ouais, je crois que j'ai perçu très tôt ce que je parlais de fierté tout à l'heure, mais ça, de ce que ça pouvait nourrir, justement en termes de fierté, de ce que l'entrepreneuriat pouvait apporter. Et puis je voyais aussi je sais pas si on appelait ça, je sais pas si je pouvais appeler ça la liberté, mais il y avait quand même cette idée d'indépendance, quoi. Et donc, je voyais bien que les choix que faisait mon père quand il bossait, c'était des choix pour lui. Et moi, je l'ai vu quand il a basculé, parce que quand leur propre boîte s'est éteinte, il a basculé dans le salariat. Et j'ai bien vu ce que ça changeait comme code chez lui. Tu vois, on a changé de ville, on a changé de vacances, on a changé de rythme.
Mais tu voyais bien que ce que je comprenais, c'est que tous ces rythmes étaient imposés. Parce que c'était plus le patron. En vrai, je défends pas l'idée que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, parce que pour moi, c'est tout l'inverse, quoi. Bon, je sais pas si c'est tout l'inverse, mais en tout cas, c'est pas la liberté. Mais tes choix t'appartiennent quand même, quoi. Et ça, moi, je le palpais assez vite. Et puis après, derrière ça, il y a le côté, c'est peut-être là le côté commercial, c'est que moi, j'adorais faire le marché avec mon père. Tu fais partie des marchés. Ouais, mais parce que tu vois, on savait pas quoi faire du gamin et qu'il fallait traîner. Et, tu vois, et moi, j'étais sur le truc. Je me souviens être dans le camion, derrière, sur les sacs remplis de fringues, de cette odeur des fringues que tu déballes la première fois, des parasols que tu mets pour t'abriter de la pluie. Enfin, tu vois, pour moi, c'était vachement dense. Et ça remplissait mes hivers, ça remplissait mes week-ends, ça remplissait mes étés parce qu'on faisait les saisons sur la côte vendéenne. Tu vois, ça faisait vachement partie du truc quand même, en vrai. Et quand ça s'est éteint, pareil, c'était à peu près la même période, en plus les deux. C'est vrai que pour moi, c'était un changement de paradigme. Ok. Je le dis sans tristesse particulière, mais à l'époque, c'était un truc qui m'a un peu bousculé pour le coup. Donc sans le savoir, il y a des gens qui t'ont croisé, enfin que tu croises aujourd'hui, qui t'ont vu il y a 30 ans petit vendre des t-shirts sur le marché. Je faisais talent sac le dimanche matin avec mon paternel. C'est canon. Et on ramenait je sais pas quoi. Il faut des photos, t'as des photos un peu de ça? Pas tant que ça, non. Okay. Par contre, j'ai des photos. Ça, pardon, c'est des détails, mais j'ai des photos de la dernière année. Ils avaient fait une collection, mes parents avaient fait une collection de fringues, vraiment leur propre collection. Et c'est comme ça que je crois que la boîte a foiré, parce que la collection n'a pas du tout réussi. Oh mince, okay. Sauf que c'était une Nike, c'était une virgule Nike à l'envers. Mais littéralement, j'ai des photos, on a fait un espèce de truc, comment dire, des prises de vue où toute la famille a posé, nous avec les suites et les joggings de la marque, je sais plus comment ça s'appelait. Et ça, j'ai les photos de ces prises de vue. Ouais, heureusement que ça n'a pas marché, parce que vous aurez peut-être eu des problèmes. Ouais, peut-être qu'on aurait eu un procès, quoi. Tu vois. En plus, ce qui est contre-intuitif, parce qu'en fait, si tu mets la virgule Nike à l'envers, elle descend, tu vois. Donc, il y a quelque chose de vraiment loose, quoi. Ouais. Donc, a priori, c'était pas la bonne intuition. Et vraiment, ils ont planté la boîte comme ça. Okay. En gros, en investissant trop dans une nouvelle collection qui s'est pas vendue. Okay. Voilà. Mais ça s'est terminé comme ça. Et t'as pas une velléité de monter une boîte dans le textile, genre, parce que quand on voit ton histoire, du coup, t'es un peu lié à ça, quand même. Pas trop. J'ai failli. Mon oncle aussi faisait ça, et j'ai fait les marchés, mais là, quand j'étais ado avec lui. Et à un moment donné, je m'étais vachement posé la question de reprendre sa boîte. En mode, lui vivait à Carnac, il faisait les marchés, pareil, etc. Et cette vie-là m'excitait beaucoup. Ouais. En tant qu'adolescent, tu pensais déjà à ça? Ouais. J'avais 16 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc, mais je me disais, ça se trouve, dans 2 ans, tu reprends la boîte. Lui, il voulait arrêter. Enfin, tu vois, je m'étais projeté, quoi. Bon, il s'avère que j'ai fait autrement, mais c'est des trucs, moi, je trouvais que cette vie de camelot, en tout cas avec mes yeux à cet âge-là, était vachement stimulante. Bon, je pense qu'il y a d'autres emmerdes que tu vois pas quand t'es voilà, mais parce qu'il faut se lever tôt, parce que c'est plein de contraintes, parce qu'il fait pas beau, parce que t'es vachement dépendant de plein de choses. Mais moi, cette vie-là, elle me branchait vachement. Et ça veut dire que le rapport à la vente, tu vois, moi, je crois qu'il vient de là pour moi, tu vois, par contre. Ce rapport à l'instantanéité de la vente, l'énergie que tu peux mettre. Moi, je trouvais ça fascinant, quoi. Ces gens que tu croises, que tu peux amuser, que tu fais sourire, qui t'achètent plus parce que t'es sympa, parce que ton produit il est bon. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose qui était fou là-dessus. En ce moment, sur les réseaux, là, j'ai des trucs de la foire de Paris. Là, je sais pas si c'est en ce moment ou quoi, j'en sais rien. Mais je vois des vendeurs de la foire de Paris. Tu sais, tu scotches un peu sur les stories. Ouais. Et franchement, les mecs sont forts, quoi. Enfin, toi, t'as un truc, j'ai envie de l'acheter, son couteau spécial, je sais pas quoi. Tu vois, mais moi, je pense qu'en fait, je me rappelle, moi, quelques sessions avec mon oncle, où notre truc, c'était surtout pas vendre le produit, c'était vendre nos têtes, quoi. C'était genre faire les gentils, conviviaux, chaleureux, et en fait, d'attirer par le sourire, tu vois. C'est-à-dire que si tu vois un camelot au bord du marché qui sourit, qui a la pêche, qui met de l'énergie, t'as envie de le voir, tu le regardes plus. Et tu vois, je pense que ça nourrit. Je pense qu'une des vertus majeures du business, je pense que tu es convaincu de ça, c'est l'enthousiasme, quoi. Donc l'enthousiasme que tu mets à vendre, à écouter, à proposer des trucs cool, tu vois, et l'énergie que tu mets dans tout ça, elle est assez fondamentale. Au-delà même des méthodes de vente, tu vois. Une fois, on me posait la question de qu'est-ce qui fait que vous, Enercool, ça a marché et pas d'autres qui ont fait la même chose. Et une réponse peut-être un peu naïve, mais je crois qu'on est sympa. Tu vois, il y a juste un truc de quand on est au téléphone avec des clients, ça se passe bien et c'est juste cool. Il y a d'autres arguments, le produit et tout ça, mais moi, je suis assez convaincu que
il y a plein de choses qui se jouent dans l'enthousiasme, l'énergie. Moi, je mets beaucoup d'attention aux mots que tu mets dans les mails, tu vois. À la fois pour communiquer ton enthousiasme, à la fois pour bien expliquer, être pédagogue, à la fois pour bien faire comprendre que tu l'as compris. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans, aussi même dans l'écrit, quoi. Ouais, dans le choix des mots, quoi. Ouais. Ouais. Et tout ça, à la fin, pour que tu suscites l'énergie, quoi. Enfin, ça inspire l'énergie. Je trouve que là, c'est cool. Canon. Ça marche. Donc, donc, un bon passé quand même, en tout cas dans l'entrepreneuriat ou en tout cas l'envie de faire, de vendre et de ce genre de choses. Tu passes ton bac, tu fais un BTS. Ouais, BTS. 2 ans BTS. 2 ans, ouais, exactement. Là, je crante sur une alternance. Je me dis que c'est quand même cool. Parce que j'avais fait une première année, pas en alternance, j'avais fait la deuxième année en alternance. Je trouve ça assez cool de bosser. Et puis je me dis, il faut que je continue. Mais si en même temps, je pouvais un peu développer mes compétences, c'est comme ça que je crante sur les cours du soir. Mais parce que j'avais envie de bosser, quoi. Attends, tu fais cours du soir Non, après le ton BTS. t'es embauché. Après le BTS, je suis embauché. Et puis je continue les cours du soir avec ma boîte. Ok. Tu sais quoi embauché en quoi J'étais sales dans l'IT, tu vois. Ok. Ça, c'était mon premier et seul job où je vendais des solutions techno. Je ne sais même plus. D'accord. Serveur. Voilà. Ok. Et ça, tu fais ça combien de temps 3 ans À peine entre l'alternance, ouais, à peine. Parce que je pense que ça doit faire ça, 3 ans. Ouais. Je fais 1 an à Nantes, 2 ans à Paris, et puis après je reviens à Nantes pour monter. Et donc c'est ça, agence. tu montes une boîte après seulement 3 ans de salariat. Bah oui, avec dont 1 an d'alternance, quoi. Ça, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'à quoi, à 25 ans, même pas. J'avais 24 ans quand on a déposé les statuts. Ouais. C'est quoi le déclic? C'est quoi qui te fait monter la boîte? Je sais pas. De discussions entre potes. Ok, tu montes la boîte avec des potes? Ouais, je monte la boîte avec un pote à l'époque. Okay. On était 4 au début, il y en a que 2 contenus qui ont osé la corde. Et puis, moi et mon pote, et puis on a monté ça à 2. Voilà. On avait des réseaux qui étaient un peu, tu vois, on avait des réseaux convergents, une capacité commerciale, on voyait le truc, bon, on s'est lancé. En vrai, cette aventure, elle est hyper drôle parce que avec cette petite agence, on est monté quasiment jusqu'à, quand je l'ai cédé en 2018, au plus haut, on a été monté quasiment à 50 personnes. Quoi. Ouais, ça représente quelque chose. Quoi, ouais. Mais par contre, c'est du service. C'est l'épuisement du service. Quoi. Les agences, enfin... Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est que tous les ans, tu repars à zéro, que tu n'as pas de produit, tu capitalises pas. Moi, j'ai essayé, hein, on a racheté un petit éditeur software pendant le truc, pendant l'agence, ça a foiré. Bon, je pense que je n'étais pas mature, je n'étais pas prêt à reprendre une boîte de produits. Mais en revanche, j'ai toujours, vraiment, moi, au bout de 10 ans, parce que je crois que je l'ai vendu au bout de 13 ans, quoi. Au bout de 10 ans, j'ai dit, je suis épuisé, quoi. Parce que, toujours répéter finalement la même chose, faire un peu les mêmes choses. Et puis les clients d'agence, ils sont tous sympas, mais en vrai, ils t'épuisent aussi parce qu'ils ne comprennent pas toujours la valeur que tu apportes, ils la discutent vachement. Le marketing et la vente, tu as toujours quelqu'un pour avoir un avis sur ce que tu fais, sur ce que tu produis, même quand les gens n'ont pas tout à fait la compétence. Que ce soit une histoire de couleur, de méthode, de machin, tu as toujours quelqu'un pour te donner un avis. Et donc pour te challenger ce que tu fais. Et donc en permanence, tu es quand même en train de vendre, convaincre, tu vois. Alors que pour peu que tu aies un produit un peu scalable, bah en fait, je dis pas que je suis pas sûr que la scalabilité soit le plus applicable dans le métier d'Aircool par exemple, mais tu as un produit. Il faut l'expliquer, mais une fois que tu l'as compris, tu le revends, tu l'améliores évidemment, hein, mais c'est pas la même chose que devoir expliquer un concept. Et puis si on veut vendre 100 000 litres, on peut produire 100 000 litres. Ouais, c'est ça. C'est pas de la scalabilité dans le sens numérique du terme, choses comme ça, mais effectivement, tu as un truc de volume et puis... Ouais, et puis tu es vertical, tu vois, tu as un truc à vendre. Enfin, je caricature, mais en fait, quand tu as une agence 360, tu vends de la vidéo, de la génération de leads, tu vends du web, tu vends du motion design, tu vends des trucs. Tu as toujours des trucs à vendre tout le temps, il faut convaincre, il faut faire l'assemblage de tout ça. Enfin bref, j'ai adoré, mais pour le coup, je trouve que c'est des métiers qui sont riches, mais un peu épuisants. Ouais, ok, ça marche. Donc ça, 13 ans, tu revends la boîte derrière? Ouais. Okay. Un groupe de com local qui s'appelle GDcom, qui était une boîte... c'était un peu, ça arrivait un peu par hasard.
Et ils ont repris le projet. Donc, la chance que j'ai, c'est que c'est une boîte qu'on a revendue, qui existe toujours. Enfin, tu vois, je suis très content que ça continue. Toi, tu étais vendeur à ce moment-là Ouais, vous carrément. étiez Ça faisait 3 ans que j'étais Ouais, vendeur. ok. D'accord. Donc, quand tu disais que tu en avais marre, il y avait Ouais, ce bien truc, sûr. Ça faisait... Oui, alors j'étais vendeur. C'était un peu... Ça s'est fait... Dans les circonstances pas tout à fait anticipées exactement comme ça. Mais en tout cas, moi, j'étais très ouvert à la succession, entre guillemets, quoi. Ok. Et ce qui est marrant, je raconte ça, mais nous, on butait, ça faisait 4 ans, je crois, 3-4 ans qu'on butait sur les 3 millions de chiffre d'affaires, en gros. Et le jour où l'année où j'ai lâché, la boîte a fait plus de 3 millions. Ah. Et c'est marrant parce que, tu vois... Avant ou après Vraiment, je crois que j'ai fait 1 an de transition. Et l'année d'après, la boîte a dépassé ces 3 millions. Et je me suis toujours demandé si c'était parce que moi j'étais nul ou parce que, etc. Mais je pense aussi que c'est des moments où c'est des moments qui libèrent les boîtes, tu vois. Quand tu as pu en fait, moi, épuisé au bout de 13-14 ans, c'est un truc comme ça, finalement, je suis pas sûr que j'étais le meilleur pour manager ma boîte à ce moment-là. Et donc, le fait de partir, ça a libéré des gens qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le leadership et qui ont permis de passer ce cap qu'on n'arrivait pas à passer, quoi. Ok, canon. Je trouve ça vachement intéressant comme pratique, tu vois. Et tu avais déjà, parce que la bascule se fait, parce qu'après on va parler un peu d'immobilier, parce que c'est aussi le thème, et Oui. l'entrepreneuriat aussi, mais la bascule se fait sur le Palace, et ici lundi, tout de suite après, il se passe quoi à ce moment-là? Ouais, c'est vraiment par hasard. Moi, je me promets de faire 6 mois de pause. En fait, j'ai Flo, Mathieu, qui me passe un coup de fil en me disant, écoute, on est en train d'ouvrir la V2 du Palace aux 4 rue Voltaire. Tu connais bien l'écosystème, on a besoin de quelqu'un pour aider à démarrer le truc. Est-ce que tu peux filer un coup de pause, quoi? Moi, je dis ok, mais par contre, je fais 6 mois et vous me revoyez pas, parce qu'après, j'ai dit que je faisais une pause, quoi. Tu vois, Ok. Et ça fait 6 ans, quoi. Donc j'ai raté, mais... Alors, Flo et Mathieu, pour redonner du contexte, tu peux expliquer qui ils sont En fait, cette histoire, elle a démarré donc avant moi, par une boîte qui s'appelait Startup Palace. 2015, en gros, dont le métier, c'était en fait de rapprocher les startups et les grands groupes. Donc, très teinté Open Innovation. Et en fait, en disant, si on arrive à insuffler dans les grands groupes des méthodes startup, les grands groupes vont innover plus vite, grandir plus vite, progresser plus vite, quoi. Et le parti pris qui est assez vite venu sur la table pour eux, c'est si tu veux insuffler la culture startup, si tu veux être légitime sur la culture startup, tu as intérêt d'avoir un écosystème de startup autour de toi. Et c'est comme ça que, en voulant justifier un business model auprès des grands groupes, le Startup Palace à l'époque a développé son activité de incubation / coworking et donc son activité de lieu. C'est comme ça que les premiers locaux sont arrivés. Place Gralin, il y avait 200 mètres carrés. Une deuxième itération au-dessus donc plein centre de Nantes, pas très loin dans le quartier aussi, sur 1000 mètres carrés, tu vois, sur 120 postes en gros. Et avec toujours ce truc de... en hébergeant des startups, en les ayant proches de nous, ça justifiera un business model dans lequel on peut vendre des trucs aux grands groupes en justifiant notre proximité avec l'écosystème startup. Et en fait, l'opportunité est venue, donc c'est là où on rentre dans le sujet de l'IMO, mais là encore, une fois, je n'étais pas encore là, mais je crois que c'est 2016-2017, le CIC Ouest donc a son siège historique au 4 rue Voltaire à Nantes, en plein centre. Et dit au détour d'un déjeuner avec les équipes de Startup Palace, on va vendre le site, mais on aimerait bien que ce site devienne quelque chose dont on est fier, quoi, plutôt qu'un bureau d'un autre grand groupe, etc. Et ça se fait un peu par hasard, et ça crante comme ça, quoi, sur une relation, sur un déjeuner. Et évidemment, là, il faut se poser la question de l'opération, parce que c'est un bébé de 3000 mètres carrés. Très beau bâtiment. Dans un quartier coté à Nantes. On parle de projets de plusieurs millions d'euros, évidemment. Et Startup Palace, c'est une petite PME à l'époque, n'a pas les moyens d'investir dans l'IMO. Et donc, tout le jeu de Flo, Mathieu, Benoît, les associés historiques de Startup Palace, a été de rendre concret ce projet
en s'adossant à un partenaire financier, une foncière, la foncière Magellan, pour être le partenaire financier. Donc une opération tripartite entre finalement un exploitant qui était Startup Palace, un vendeur qui est le CIC, qui avait des conditions, et notamment celle de rester dans le lieu, parce qu'ils ont gardé une petite partie dans le lieu, et puis un partenaire financier qui a les moyens, ou en tout cas les réseaux, pour investir dans la pierre de manière un peu massive, quoi. Et donc le projet est parti comme ça, je crois qu'il s'est signé 2017, le temps que le départ se prépare, que les travaux se fassent, etc. Et ben on est arrivé très vite à fin 2019, et c'est là où je suis arrivé, moi, en mode aide-nous à lancer le projet, on se connaît bien, tu connais bien l'écosystème. Vous vous connaissiez, si vous avez bossé ensemble Ouais, avant, parce que des trucs, différents réseaux nantais. Oui, c'est ça. Ok, Voilà. ouais, donc de la confiance. Autour de la cantine, Startup Weekend et compagnie. Tu vois. Ok. Voilà. Et donc, moi, vraiment, je suis arrivé un peu par hasard, et je le dis sans aucun dénigrement, mais j'ai dit, je fais 6 mois, mais je ne suis pas là pour être homme pipi de luxe, quoi. C'était pas mon job de me dire, je vais être responsable d'un coworking. En revanche, je crois que je n'avais pas compris ce que ça voulait dire être responsable d'un coworking. Je le caricaturais. Et puis surtout, j'ai découvert un projet dans lequel, en fait, tu as un potentiel entrepreneurial qui est canon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux construire autour de ça ? Et 2, en plus, au quotidien, tu côtoies des entrepreneurs et t'aides des entrepreneurs à faire émerger leur projet. Bon, et là, je me suis dit, en fait, c'est hyper cool comme job, quoi. Tu vois, genre, meilleur job du monde, en fait. Ouais. Et par la force des choses, et aussi par la force d'un Covid, parce qu'en fait, on a ouvert en janvier 2020, le Palace. Ah, joli. Voilà. En mars 2020, on referme. Bon. Et là, tu dis, bon, de toute façon, je reste là, c'est la merde partout, le projet me plaît à fond, on y va, quoi. Ok. Et donc, je suis resté. Tu rentres, t'es associé de la boîte, tu prends des parts de la boîte, comment ça se passe Ouais, au début, je prends un petit peu de part, quand même. Je négocie mon entrée. Et puis quelques mois, quelques années après, en fait, on travaille sur la V2 du Palace, et donc sur la construction de la marquise Cindy, et c'est à ce moment-là que je remonte encore un peu plus massivement au capital. Et il n'y a pas eu une espèce de levée de fonds aussi Ouais. Je sais pas comment dire, j'allais dire collaborative, mais c'est pas exactement Non, ça, mais mais avec des différentes boîtes t'as raison, parce qu'en fait, le projet du Palace, il fallait financer un nouveau projet comme celui-là, hein. Enfin, tu vois, à l'échelle, payer le loyer du Palace, c'est quand même quelques centaines de milliers d'euros. Il fallait assumer quelques travaux et quelques équipements. Enfin bref, donc il fallait un peu de capex, quoi. Et donc, nous, on s'est adossé. Donc, il fallait qu'on lève des fonds. À l'époque, c'était 400 000 euros, un truc comme ça. Et donc, ça fait partie de ma feuille de route. Dans ma mission des 6 mois, c'était lève des fonds, aide-nous à remplir le lieu, et puis va-t'en, quoi. Et encore une fois, ça m'allait bien à l'époque. Et donc, par contre, pour lever des fonds, soit tu vas chercher un espèce de partenaire unique sur lequel tu vas chercher 400 000 euros d'une fois, soit, ça c'est la direction qu'on a prise, c'est d'aller chercher plutôt plusieurs investisseurs, peut-être des micro-investisseurs, parce que en fait, chaque investisseur devient un ambassadeur de ton projet. Et comme c'est un projet d'écosystème et de collectif, en fait, en faisant adhérer des entrepreneurs du territoire à ton propre projet, tu lui donnes plus de chances d'être identifié, d'être promu, plus de visibilité en général, quoi. Ok. Quand vous démarrez, en tout cas en 2020, quand toi tu arrives et que il y a le Covid qui démarre, de ce que je comprends, c'est que vous passez de 1000 m² à 3000 m². Ouais, exactement. Donc vous remplissez 1000 m² sur 3000. On remplit, non, en fait, c'est là où c'était magique, hein. C'était aussi une belle période, mais en gros, en mars, quand on ferme, on est déjà à 80% de remplissage. Ah ouais, ok. Donc ça a suivi direct. Ouais, ça c'était magique, quoi, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas suivi, donc on avait peut-être, je vais parler en poste, mais on partait de 120 postes sur la première adresse, et 350 ici, quoi. Ok. Et donc je pense qu'il y en a 90 qui ont suivi, donc il y en a 30 qui ont profité pour partir, et en quelques semaines, quelques mois, on a trouvé quasiment 150 autres personnes, quoi. Et okay. Ça s'est fait. Et comment ça se passe ? Magique. Les locataires continuent à payer pendant le Covid ? Ou ouais, c'est un peu le bordel, si. En fait, donc c'est des contrats de service, donc c'est très précaire. Tu as des engagements d'1 mois, de 3 mois. Et je crois que l'incertitude nous a un peu sauvés. C'est-à-dire que comme
personne ne savait combien de temps on allait rester en confinement. En fait, c'est des contrats qui n'ont pas été dénoncés, puisque si tu penses que dans 2 semaines, ça va rouvrir et que tu vas retourner au bureau, tu ne dénonces pas tout de suite. Quelque part, on a un peu profité indirectement de ça pour se donner les moyens de survivre dans une période où, effectivement, en théorie, tu es censé payer les loyers et tu n'aurais pas de revenus si jamais tous tes clients partaient, quoi. Et puis après, on a joué le jeu, on a aussi joué, nous, notre jeu de la solidarité, on a baissé certains loyers, on a même fait des espèces de fonds d'aide pour certaines boîtes qui étaient un peu plus en difficulté à ce moment-là. Donc on a joué aussi notre part de solidarité et de collectif là-dedans. Et puis c'était pas complètement fermé. Tu pouvais quand même venir bosser ou non, il y a eu des périodes, j'ai plus en mémoire. En fait, le premier confinement, c'était assez sévère quand même. Donc on laissait l'ouverture pour ceux qui voulaient récupérer leurs chaises, leurs machins, tu vois, les équipements, quoi. Oui, c'est vrai qu'on était complètement bloqué. Mais là, t'étais pas. Et puis bon, ça fera l'objet d'une autre histoire. Mais en fait, on a aussi investi le lieu pour un projet de création de respirateurs artificiels. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'était une autre histoire. Une parenthèse incroyable, mais ok, ça marche. Ça roule. Donc le Covid passe, vous êtes bien rempli. Toi, ton métier, globalement, comment tu le résumes? C'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien, Magellan, la foncière, les propriétaires des lieux, ou en grosse majorité, je ne sais pas c'est quoi les ratios, mais donc vous leur versez un loyer, je ne sais pas si c'est mensuel, si c'est annuel, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, c'est vraiment un bail commercial classique. Hein. Dis-nous ce que c'est un bail commercial classique, parce que les gens qui nous écoutent c'est vraiment... donc les bails commerciaux, c'est des bails professionnels. Donc tu as des engagements assez serrés quand même, c'est assez contraignant pour tout le monde, assez engageant pour tout le monde. Et en gros, tu as des périodes on dit bail 3-6-9 parce que c'est des périodes d'engagement de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et nous, notre enjeu à nous, c'est plutôt de signer des baux longs, parce qu'en fait, quand tu fais du coworking, quand tu fais un business model de l'immobilier, en fait, ton actif, c'est ton bail. Parce que si tu as 3 ans et qu'on peut te jeter dehors dans 3 ans, si tu veux, il faut que tu ailles vite pour faire ton beurre et ton exploitation. Donc nous, on signe un contrat commercial de 9 ans avec Magellan, en s'engageant sur le long terme, et avec la volonté, effectivement, d'en créer un business model, c'est-à-dire dire comment on récolte plus de revenus qu'on paye de loyer, quoi. C'est assez basique, et qu'on peut payer les équipes qui vont avec, quoi. Donc ça, c'est la logique où nous, on est vraiment un locataire exploitant. Et c'est un mot dont on a pas mal parlé, qui est l'immobilier de service. C'est effectivement comment tu crées des usages et des exploitations autour du business model de l'immobilier. C'est-à-dire comment tu rentabilises un foncier au travers d'une activité dédiée, quoi. Et comment ça se passe en fait tu signes 9 ans. C'est toi qui es sur cette négo, c'était déjà fait? Non, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Ouais. Et il y a vous avez des connaissances, Mathieu, en IMO, genre de choses, ou tu t'entoures d'avocats? Non, mais tu t'adosses, c'est ça. Ouais, okay. En fait, tu as des avocats qui savent relire ça, qui savent t'orienter. On avait quand même pas mal de réseaux. Et puis les expériences qu'on a vécues avec le premier bail, c'est pas le plus compliqué du modèle pour le coup. Et en termes de confiance, c'est le CIC qui vous fait confiance sur ce sujet? Tu vas de se dire pourquoi vous En fait, finalement, à la fin, c'est quand même Magellan qui nous fait confiance. Ok. Puisque, alors, évidemment, le CIC aussi, tu vois, mais c'est-à-dire celui qui prend le risque, c'est quand même Magellan. Puisqu'en fait, Magellan achète au CIC et Magellan décide en tout cas, accepte que son locataire soit, ce qui était Startup Palace et dont on a dédié une société qui s'appelle Le Palace pour exploiter le lieu. Mais donc, ça veut dire que c'était une nouvelle société qu'on créait ad hoc, tu vois, pour porter un bail à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, quoi. Donc, c'est eux qui font confiance à ce moment-là, quoi. Tu sais si vous étiez en concurrence avec d'autres? Non, pas du tout, parce que pour le coup, le CIC voulait que ce soit nous, parce qu'on proposait, en tout cas, l'offre, on l'avait construite ensemble. Et puis, parce que c'est quelque part, nous, en tout cas, les associés historiques, qui ont apporté ce deal sur la table pour Magellan. Ok. Donc pour eux, c'était assez confortable. C'est fair de penser que ça marche comme ça, quoi. Ouais, c'est confortable, mais si tu veux, si demain, j'arrivais et je disais « Salut, j'ai une société nouvelle, je prends un bail à quelques centaines de milliers d'euros par an », on me demanderait, 2 ans de garantie, tu vois, des garanties financières qui seraient
bien plus importante que celle qu'on nous a demandé à l'époque. Parce que c'est un deal qu'on a co-construit. Tu vois. Ok, canon, ça marche. Tu parles d'immobilier de service, du coup, c'est quoi et c'est quoi un peu votre plus-value sur ce que vous faites au quotidien en fait dans des lieux comme ça, et puis après on parlera un peu des autres activités que vous avez ouvertes. Je pense à de la restauration, enfin différentes choses qui sont assez chouettes. En fait, cette grande tendance de l'immobilier de service, elle a été, je pense qu'elle est plus contrariée maintenant là dans le contexte dans lequel on est, mais en fait c'est vraiment cette compréhension, cette logique générale que tu peux faire d'un lieu un business model à part entière. Voilà, d'un lieu, d'une adresse. Alors, l'immobilier de service, quelque part, la restauration, c'est l'immobilier de service. T'exploites, tu vois, il t'en fait un commerce. Mais typiquement, les deux grands exemples qui se posent sur ça, c'est coworking, co-living, tu vois, où il y a eu beaucoup d'opportunisme. Il y a eu pas mal de vision, mais aussi beaucoup d'opportunisme. Parce que dans un marché où l'immobilier, où l'argent était pas cher, où l'immobilier allait très bien, c'était une manière très simple de voir, de projeter un projet, quoi, de dire qu'est-ce qu'on va faire de ce nouvel ensemble. Donc les salles de sport, hein, par exemple, effectivement, mais tu vois, typiquement coworking, nous, on a le nombre de sollicitations promoteurs en mode on a 3000 m², on a 4000 m² qu'on va construire, on voudrait faire un coworking. Bon, c'était l'Eldorado, quoi. Okay. Et en fait, il y avait une tendance assez lourde qui était justement remonter cette chaîne de valeur de l'immobilier. Parce que entre ceux qui font de la promotion, ceux qui font de la construction, il y avait cette volonté de dire, en fait, pourquoi on n'irait pas chercher aussi l'usage, aussi la programmation. Vu qu'il y a de l'argent à se faire là-dessus, allons-y, quoi. Et il y a plein d'acteurs qui se sont lancés là-dessus, hein. Je pense à Nexity qui porte le projet Morning Coworking à Paris. C'est Nexity derrière Morning. Ok, je sais pas. Alors c'est un projet qui a été racheté et refinancé par Nexity, mais en tout cas ça fait partie de ces chaînes d'intérêt dans lesquelles les acteurs historiques de l'immobilier sont lancés là-dessus. Et à plus petite échelle et plus locale, Groupe Legendre porte une activité de coworking qui s'appelle Works, qui est déployée à Rennes, à Nantes, ça c'est sûr, et puis je crois qu'il y a une autre ville, mais dans lequel, en fait, tu vois, tu es capable de dire, je prends un foncier, je construis un building, je crée l'exploitation qui va avec, et donc ça y est, je maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, et je fais de l'argent à tous les étages, ce qui est absolument malin, ça va bien. Il faut juste que le marché dure, et qu'on n'ait pas un peu trop tiré sur la corde de l'opportunisme immobilier, parce qu'à un moment donné, en fait... s'il y a trop de coworking, il n'y a pas assez de demande, quoi. Ça marche plus. Il y a un décalage qui peut être un peu... Et puis j'imagine qu'il y a des critères d'emplacement, de qualité de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que nous, on a tout vu là-dessus, et notamment parce qu'on a été pas mal sollicité en tant qu'opérateur à peu près crédible sur le marché, pour dire, est-ce qu'on monte. Et donc, il faut t'en monter n'importe où, quoi. Tu reçois... Tu dis, en fait, il faut qu'il y ait une activité, qu'il y ait une attractivité, que tu ne peux pas développer 3000, 4000 mètres de coworking n'importe où si tu ne penses pas aux zones, si tu ne penses pas à l'attractivité au transport, si tu ne penses pas à plein de choses, quoi. Ouais. Donc nous, on a de la chance parce qu'on est parti du Palace et que c'est une belle adresse, à la fois esthétiquement, mais aussi parce qu'elle est bien placée dans le centre-ville. Mais il y a d'autres défis qui sont beaucoup plus durs. On a été sollicité par plein de villes aussi. Tu dis, non, mais désolé, mais... Aujourd'hui, vous dites non à tout ou... Non, mais là, on dit, on n'est plus dans une phase de développement. Et en fait, notre valeur à nous, c'est pas de sortir du territoire. Notre valeur à nous, notre modeste scalabilité, c'est notre capacité, c'est la proximité, en fait. Si ça, c'est une question d'ambition et de curseur, non? Ouais, mais quand même, en fait, tu vois, par exemple, si Morning est un champion parisien, mais ils ont très peu de projets hors de Paris. Mais, alors, évidemment, parce que le marché est plus porteur à Paris, parce que le marché est plus gros, mais aussi parce que, en fait, tu peux avoir des équipes transverses quand tes sites sont à quelques kilomètres les uns à côté des autres. En revanche, tu as un site à 200 bornes, en fait, c'est plus les mêmes équipes. Donc, tu fais plus d'économie d'échelle, donc tu
tu fais plus de convergence de compétences ou de profils. Enfin, tu vois, ça marche plus, ou en tout cas pas de la même manière. Il y en a qui le font, hein, mais je trouve ça beaucoup plus dur pour le coup. Aujourd'hui, vous avez combien de lieux? Vous avez 4, 5 lieux? Je sais plus en tête. Ça dépend exactement comment on compte, mais on a 5 adresses quoi, aujourd'hui. Ok. Donc il y a du coworking, évidemment, il y a de la restauration, et il y a un lieu hybride qui est Madeleine, dans lequel il y a un coffee shop et du coworking. Voilà. Et c'est vous qui avez poussé les choses ou c'est des fois des acteurs qui sont venus vers vous pour dire tiens, là j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse de venir? Non, on faisait des petites annonces, quoi. Donc on regardait ce qui était à vendre ou ce qui était à louer, et puis on regardait comment nous on pouvait en tirer une exploitation de ça, quoi. Ok. On partait du foncier pour dire ça, c'est intéressant. Tu vois, Madeleine, c'est intéressant parce que c'est quartier Madeleine, c'est proche gare de Nantes. Lieu bien absolument atypique, avec vraiment une identité très forte. Mais par contre, c'est en second rideau. Tu vois, t'as pas d'accès sur rue. Et là, on a cogité cette histoire d'activité de coworking, mais on rêvait aussi d'un vrai lieu hybride dans lequel tu rentres par un lieu de vie, donc par un lieu public, comme un café. Mais pareil, il fallait l'imaginer quand même, tu vois. Un café pas visible de la rue, c'était pour tout le monde, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Et là-dessus, vous vous adossez avec d'autres foncières, avec d'autres secteurs? En fait, nous, on a toujours besoin. Encore une fois, on n'est pas une machine à cash, on n'a pas de trésor de guerre, mais on a toujours besoin d'investisseurs. Donc, ça peut être sur Versailles, on a Sorimi, qui est une foncière parisienne qui vient s'adosser. Sur Madeleine, on a un investisseur privé qui est venu nous soutenir. Enfin, donc on a besoin des investisseurs. C'est pas exclusif, quoi. C'est en fonction du projet, tu vas aller chercher. Ouais. Okay. C'est de la capacité, c'est des tailles de deals qui sont différents. Enfin, tu vois. Voilà. Ok, ça marche. La restauration, on en parle parce que vous avez ouvert ça. Moi, j'avais trouvé ça malin parce que j'y connais pas grand-chose en fait, mais juste l'idée de se dire, ok, il y a des gens qui travaillent et le midi ils mangent, ouvrons un resto pas loin. En fait, ça c'est toute l'histoire du potentiel entrepreneurial, quoi. C'est de se dire, il y a, en fait, à partir du moment où tu as 350, 400 personnes qui passent dans tes lieux tous les jours, si tu veux, en fait, tu te dis, super, il y a moyen, il y a une petite zone de chalandise que tu as créée toi-même, quoi. Et en fait, c'est un peu ça le point de départ de toute cette perspective entrepreneuriale, c'est de dire, on a une communauté, c'est pas comment on fait pour leur arracher le plus d'argent possible, mais c'est comment faire le parcours le plus vertueux possible. Et donc, comment faire pour que le projet d'après soit plus facile que le projet d'avant à monter, quoi. Donc, comment chaque projet succède et comment tu trouves le moyen de trouver des leviers de développement. Donc, sur le papier, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a une partie du succès de cette expérience en restauration qui a marché au travers de ça. En revanche, c'est pas suffisant. Ah oui, c'est devenu quasiment indépendant. Enfin, ouais, c'est ça. Et donc, on a toujours voulu que les liens soient forts. Donc, c'est vrai dans les équipes, mais en vrai, c'est là pour le coup, Maison Bagarre, c'est un restaurant indépendant qui vit sa propre vie. C'est pas brandé ici lundi devant. Non. Tu vois. Il y a plein de gens qui savent pas que c'est ici. Ah bah bien sûr, ouais. Mais ce qui était hyper malin, je trouvais, c'est au début, parce que nous, on était dans les bureaux, si je dis pas de bêtises au début, c'était d'organiser des repas dans le resto avec, je crois, un peu des tirages au sort en mode tiens, bah toi, tu pourras manger gratuit, genre de choses. Mettez des avis sur Google et ainsi de suite. Et en fait, très vite, tu remontes. Et d'ailleurs, c'est très bon. Et donc, c'était pas des faux avis. C'était vraiment un sujet de ok, en fait, c'est canon. Et très chouette, quoi. Moi, je suis. Enfin, je reviens à l'entrepreneuriat, mais moi, je suis convaincu qu'entreprendre en écosystème, en communauté, c'est un super levier de développement et de réussite. À la fois parce que c'est plus facile de trouver des retours d'expérience, de partager quand tu as des gens autour de toi. Et à la fois, évidemment, c'est plus facile de toucher tes cibles quand tu as des gens avec qui parler et étendre ton réseau. Tu vois. Donc, ce serait dommage de ne pas être convaincu de ça vu le métier qu'on fait. Mais en tout cas, c'est le fond du truc quand même. C'est pour ça que je disais, ce qui m'a intéressé, c'est découvrir le potentiel entrepreneurial, c'est-à-dire comment les écosystèmes et les communautés permettent de construire des projets autour de ton projet initial, qui est le Palace. Et 2, comment en fait tu es de fait un acteur de cette rencontre de l'écosystème
et comment c'est hyper cool de voir les gens se croiser, faire du business ensemble, te dire merci parce que tu les as aidés à développer leur boîte, parce que tu as créé des amorces dans leur développement. Enfin, ça, c'est génial, quoi. Et puis, c'est un lieu, quoi. Enfin, c'est un lieu physique, quoi, dans un monde où il y a beaucoup de digital et compagnie. Ouais. Parce qu'on parle souvent de communauté, et puis des fois, c'est dur, tu vois, de s'imaginer une communauté. Tu parles de communauté sur les réseaux sociaux, là, c'est une communauté entre guillemets, de vrais gens qui se croisent au bureau et qui se voient avec des événements, avec des choses comme ça. Et c'est quand même canon, en fait. Tu as un espèce de totem central. Ouais. Je crois que c'est vachement important pour nous parce que ça matérialise ces effets de communauté. Et tu vois, pour revenir à cette logique du bon commerçant, tu vois, de mon enfance, en fait, tu retrouves un peu ça, tu vois, cette histoire de comment tu souris aux gens, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent. Alors, tout n'est pas parfait, hein. Encore une fois, on a beaucoup d'humilité là-dessus. Mais la capacité à créer le parcours, l'usage et l'expérience d'hospitality qui va bien, elle est fondamentale dans ce métier-là. Et vraiment, ça passe par des petits détails, quoi. C'est tous ces petits détails qui font que l'expérience est au niveau qu'on espère donner à nos clients. Mais tu vois, c'est un métier qui est, je vais dire basique, c'est pas basique, c'est essentiel, tu vois. Il y a un truc qui est, voilà, comment on accueille les gens, qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien, comment tu leur files des coups de main, comment tu les démerdes de 2-3 trucs dans la journée et comment tu les marques avec ça. Et moi, je crois que c'est ce qui me fait le plus marrer, tu vois, pour revenir à ce contact du camelot sur son marché. Pour moi, il y a un peu de ça, tu vois. Ce rapport, je connais quelqu'un, je souris, il y a de l'énergie et je suis content d'être là, quoi. Ouais, je te passe le contact de la personne qui fait ça, et ainsi de suite. Exactement. Et ici, et peut-être pour rebondir, mais pendant le Covid, on s'est beaucoup posé la question, tu vois, de savoir qu'est-ce que tu fais d'un lieu, s'il n'y a plus de bureau, s'il n'y a plus de trucs. Donc, on a commencé à réfléchir, les communautés virtuelles, tu vois, à comment exploiter notre business initial et le transformer à l'ère du Covid. Et puis, on a dit, mais j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc, on a dit, on raisonne à la semaine, on verra ce qui se passe la semaine d'après. Mais par contre, on tient à notre vérité qui est, en fait, si tout redémarre, on sera probablement à la meilleure place possible. Parce qu'en fait, quand les gens vont revenir, et c'est ce qui s'est passé, quand les gens vont revenir d'un confinement, ils vont avoir encore plus envie de se mettre en sociabilité, en écosystème, en communauté, parce qu'ils ont détesté, pour la plupart, rester tout seuls devant leur écran toute la journée. Ouais. Et donc, c'est littéralement ce qui s'est passé. Le coworking avait déjà le vent en poupe. Mais tu vois, tu te dis, tu sors du confinement, en fait, le remote se développe et tout, etc. Alors, en vrai, pour nous, ça n'a pas du tout été un problème parce que les boîtes ont cherché, ont voulu transformer leur usage du bureau. Et donc, le bureau, ce n'était pas juste un truc pour bosser, c'était devenu un lieu de sociabilité. Et donc, il y a même des boîtes qui ont dit, en fait, on a des bureaux, on est en remote, on est trop grand, il n'y a pas de vie chez nous. Comment j'extirpe mes équipes de cette petite solitude et je les remets en communauté, quoi. Et d'ailleurs, d'un point de vue commerce pur, vous n'avez que de l'entrant et vous n'avez que à gérer de la demande pour des bureaux, ou vous faites aussi une démarche un peu d'aller chercher des boîtes où vous dites tiens, ça serait quand même canon d'avoir, je pense forcément un peu des startups parisiennes qui cherchent des bureaux des fois en province. Je vais dire, il y a avant 2023 et après 2023, quoi. Avant 2023, nous, on avait vraiment le luxe de choisir, parce qu'on avait plus de demandes que d'offres. Donc, c'était une période très cool dans laquelle tu fais pas grand-chose à part fournir un bon service de qualité et voilà, ce qui est déjà pas mal. Mais, ça, je pense que c'est le contexte économique qui fait ça, dans lequel, effectivement, en fait, on tapait à la porte pour rentrer. Et vraiment, littéralement, je me souviens d'un truc où on pouvait dire non, désolé, tu rentres pas, quoi. C'était le videur de boîte. C'était ça. Et c'était pas pour être discriminant ou pour être clivant. C'est juste pour se dire, ok, en fait, si on veut un écosystème le plus vivant possible, il faut mettre les meilleures boîtes possibles. Et il y a des boîtes qui n'ont peut-être pas le culture fit, etc. Et donc, tu privilégies les boîtes qui sont les plus compatibles avec ta vision de l'écosystème.
2023, c'est quoi la bascule? En fait, je dis 2023. La première bascule, c'est 2022, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça, qui a commencé à rabattre sur le. Je trouve, dans les faits, dans les chiffres, ça s'est plus vu pour nous en 2023. Quoi. Ok. Voilà. Donc, c'est ce point de bascule où les startups sont moins financées, où les entreprises recrutent moins, où l'expérience collaborateur est devenue moins critique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais c'est devenu un peu moins la priorité des boîtes. Et donc dans lequel, et en plus dans un contexte où tous les projets qui sont construits à partir de 2020-2021 sur le coworking ont commencé à émerger. Donc il y a plein de nouveaux acteurs qui sont rentrés, probablement au pire moment, c'est-à-dire au moment où en fait la demande s'est essoufflée, quoi. Donc nous on a vu un point de bascule dans lequel on a moins le luxe de choisir, même si on adore tous nos clients évidemment, mais tu es plus ouvert. Et ça, franchement, ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi créé des surprises très positives sur des boîtes qui étaient peut-être moins dans la culture innovation, start-up, mais encore apporter des choses trop cool. Et tant mieux, quoi, tu vois. Et parce que tu peux avoir une culture entrepreneuriale sans être culture tech. Enfin, quelque part, c'est pas, même si ton passé à toi a un peu de tech dans l'histoire, mais tu vois, tu vends de la peinture. Et pourtant, la culture entrepreneuriale, ce que tu embarques, en fait, apporte quelque chose à la communauté et c'est trop cool. Ouais. Donc, ça a permis aussi de décloisonner cet esprit-là et de rendre Ici Lundi encore plus ouvert que ça l'était à l'époque. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, ce qui est la moins bonne chose, c'est que c'est plus galère sur le business parce que l'offre, parce que la concurrence est plus rude, parce que la demande est moins forte, etc. Ok. Ouais, donc il faut encore cravacher, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas. Ouais. Et oui, et tout ça pour dire qu'il y a une époque où on faisait zéro prospection. Et aujourd'hui, on fait de l'AD, de la campagne LinkedIn. Ah ouais, faites ça. Bien sûr. Okay. Trop chiant. Ça me rappelle mon métier d'avant. T'as fait appel à une agence pour le faire ou... Bien sûr que non. Mais bon, non, finalement, ça c'est quand même le moins, c'est moins drôle, tu vois. Quand bien sûr. Moi, ce que j'adorais dans ce métier-là, c'est que comme c'est des métiers visibles et lisibles, tu vois, ta vente, c'est pas la même, quoi. Ton expérience parle d'elle-même, ta visibilité parle d'elle-même. T'es pas un vendeur. Et j'aime bien vendre, mais j'aime encore mieux que les gens achètent, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est plus cool, quoi. Logique. Voilà. Ça marche. Il y a eu il y a 5-6 lieux, c'est ça que tu disais aujourd'hui. Ouais. Il y a eu des projets qui ne sont pas faits, des choses que vous aviez dans les cartons, vous avez imaginé plein de trucs. Ouais, bien sûr. Plein de trucs. Enfin, moi, j'ai des tonnes de projets qui ne sont pas faits. Des coopérations, notamment avec les métropoles, avec les villes qui te consomment pas mal de temps et qui aboutissent sur rien. Des coopérations avec des promoteurs aussi. On avait gagné 2 appels d'offres qu'on n'a pas honorés parce que le contexte... Enfin, qu'on n'a pas honorés. C'est pas nous qui l'avons pas honoré, mais parce que, en fait, le contexte a changé. On a gagné un appel d'offres promoteur en 2023. Bon, en fait, le truc s'est jamais fait. C'est pas sûr que l'immeuble sortira de terre, mais parce que ça y est, le contexte est foutu. Et toi, projeter, en plus, quand tu es un exploitant au quotidien et projeter ta vision déjà à 3-4 ans, c'est très dur. Ce qu'on a fait sur Versailles, mais donc, qui est notre site là, quai de Versailles, on a visité en 2021, on l'a ouvert en 2024. C'est une éternité. Ouais, c'est très long. Ouais. Pour n'importe quel entrepreneur, c'est quand même... Et la vision qu'on avait du lieu en 2021, c'est un autre monde qu'on vit en 2024. Et donc tout ça est vachement dur à aborder. Ça, c'est la caractéristique de l'immobilier, c'est le temps long. C'est long, ouais. Donc les gens sont habitués à ça, mais pour le coup, nous, on n'y est pas très habitués. Même si on a progressé. Après, tu peux pas trouver des lieux déjà existants et les rebrander et dire... Très dur parce qu'il faut passer à l'échelle, parce qu'il faut des tailles suffisantes, parce qu'il faut des adresses intéressantes, parce qu'il faut des deals intéressants. Enfin, tu vois, c'est pas si simple. Et puis en plus, il y a une fin à tout ça. Tu peux pas. On n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grande métropole ou mégalopole. Enfin, on a un espace fini ici, tu vois. Donc, nous aujourd'hui, on a stoppé le développement. C'est plus notre sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, en l'état, dans le cœur de métier d'Ici Lundi, dire c'est parcours des actifs urbains, ça y est, quoi. Okay. Pour l'instant, on met stop. Vous avez déjà eu des idées, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait d'ailleurs, des sujets de service aussi, à un moment de se dire, ok, vous faites du service en tant que tel parce que vous louez du bureau, mais
du service pur parce que vous venez du monde de la tech et de se dire, tiens, je pense à un truc. Alors, je sais pas si c'est mes réseaux sociaux ou quoi, mais je vois Time Left, là, je sais pas si tu as vu les... Ouais. Voilà, où tu dis incroyable, des repas tous les mercredis soirs. Ouais. Et le mec fait 16 millions en un an. D'ailleurs, c'est dans Zero to One à Lyon qui passe. Ouais. Donc, bref. Et tu vois, est-ce que vous aviez un peu des sujets comme ça? Parce que tu pourrais dire, bon, on va faire manger des inconnus. Enfin, j'en sais rien. Si. Après, nous, on fait quand même... Déjà, on fait quand même pas mal d'événementiels. Ce qui est déjà une autre considération de notre business, c'est-à-dire louer des espaces et animer des événements. Enfin, en tout cas... organiser des événements pour nos clients dans nos lieux, quoi. On l'a un peu étiré, ça nous arrive d'organiser des événements en dehors de nos lieux, en tout cas de contribuer à l'organisation d'événements en dehors de nos lieux. C'est assez à la marge, mais c'est intéressant quand même. Mais ça reste un métier d'agence, là, tu vois, je retrouve des métiers historiques. Mais ça, c'est un sujet vachement intéressant. Et donc ça permet de faire... Enfin, ça pour le coup, c'est des trucs qui nous animent vachement. Donc... organiser nos propres événements ou organiser pour le compte de tiers des événements, ça c'est assez passionnant. Et il y a quand même quelque part de l'argent, il y a des revenus, il y a des business models qui existent sur lesquels ça vient compléter ton offre de service et évidemment ton business model. Après, des idées de projets qui n'ont pas abouti, encore une fois, j'en ai des tonnes. Avec justement comment tu étires la restauration, comment tu rentabilises tes espaces la nuit, le jour, enfin tu vois, Attends, la nuit, c'était quoi Oui, parce qu'on s'était posé la question, tu vois. Ouais, t'as un lieu qui est vide. Ouais, c'est ça. Et on l'a fait, tu vois, on a fait un test, par exemple, en mode le palace en mode clubbing. Non, c'est vrai? Si, avec une collab avec 144 tours, là, Ok. le truc. Et 44, non, j'ai oublié leur nom. Bref, ils vont m'en vouloir. Mais en fait, c'est une énergie de malade pour beaucoup de risques. Ouais, c'est ça. Tu vois, et en fait, à un moment donné, on dit non, mais la nuit, c'est pas pour nous, quoi. C'est Ouais. un autre monde, c'est un autre univers. Ah, mais ouais, d'accord. Je comprends le truc, effectivement, où tu as un lieu qui est Ouais. la moitié du temps vide. Qu'est-ce que t'en fais, quoi? Ouais, notre resto est fermé le week-end parce que pour des considérations stratégiques, qu'est-ce que t'en fais le week-end? Notre rooftop à Madeleine, qui pourra avoir un espace, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est des petits business et tu vois, ce qui nous intéresse, c'est quand même de trouver le moyen d'avoir des business qui tiennent à l'échelle et qui sont pas trop consommateurs. Tu peux pas... C'est des métiers, ça reste des métiers de service dans lesquels, tout comme en agence, un tout petit peu différent quand même, hein, mais tu peux épuiser les équipes. Parce que tu fais des shifts bizarres avec les événements, les clients événementiels, les clients coworking. Bon, à un moment donné, il faut... Ouais, ça, on n'en a pas trop parlé, effectivement, de l'équipe d'ici l'indice du Palace. Je sais pas combien vous êtes au total. Ça dépend. Si on considère l'approche resto, on est 25, quoi, en gros. Ouais. À l'échelle. Et parfois, avec vu de ma fenêtre, avec des contraintes. Bon, l'équipe a l'air de s'éclater, ça a l'air top, hein, mais effectivement, des fois, il y a des événements le soir, ce genre de choses, donc il faut aussi jongler avec ça. Ouais, et c'est de l'adaptation en permanence parce que tu peux pas demander à des équipes, parce qu'il y a des événements le matin, parce qu'il y a des événements le soir, et tu peux pas demander à une équipière ou un équipier de se lever à 7h et de se coucher à 23. Il y a des fois, on l'a fait, mais c'est jamais durable, ça. Tu peux pas. Donc on essaye de compenser, on travaille les agendas, on a aussi des équipes qui sont très courageuses et qui bossent avec une belle intensité et beaucoup d'engagement. Mais le sujet, c'est de ne pas les épuiser. Parce qu'en fait, ça fait... Il y a beaucoup de nos profils qui sont là depuis le début. En tout cas, les profils historiques. Si on ne prenait pas soin d'eux un tant soit peu, probablement qu'ils ne seraient plus là parce que tu peux t'épuiser. Et il y a eu des moments où... on dit c'est pas possible, quoi. Manon à l'événementiel qui dit je sais pas comment faire, quoi. 7h, 23h, ça marche pas, quoi. Et donc même si tu peux compenser des horaires, des machins, en fait c'est pas des organisations durables. Donc à chaque fois tu cherches les organisations, donc des prestats extérieurs, comment tes partenaires t'aident, tu vois, sur le ménage, sur le traiteur, comment tu fais pour que les équipes de sécurité aient un peu un rôle hybride aussi au-delà de leur propre poste sécurisation des lieux. Donc tu navigues en permanence avec cette fenêtre de temps qui est un peu à géométrie variable et dans lequel il faut que tu arrives à trouver la bonne équation
pour que les équipes trouvent leur confort et trouvent leur énergie, quoi. Ok. Mais c'est pas le plus facile, et c'est de challenger tout le temps, parce que un nouvel événement, un nouveau format. Ouais. Et après, on a des équipes qui sont hyper courageuses pour le coup. Donc. Ouais, non, c'est canon. Sur la concurrence, on va parler pas de concurrence locale, mais plutôt, je sais pas, nationale, européenne. Il y a des trucs, des concurrents, tu vois faire des choses, tu te dis, ouais, c'est canon, j'aimerais trop faire ça, et tu peux pas le faire, ou t'as pas les moyens de le faire. Enfin, est-ce qu'il y a tu as des exemples à donner, des trucs où tu dis, waouh, ça. Ouais. Moi, tu sais, je sais pas si c'est un réflexe entrepreneurial, mais moi, je crois que je suis jamais content de ce que je fais, de ce qu'on fait. Et notamment parce qu'en général, tu te compares à ceux qui font mieux que toi, tu vois. Et puis surtout, tu te compares à l'image extérieure que renvoie la boîte. Ouais. Et souvent, Ouais, en interne, c'est c'est aussi vrai. un peu plus le bazar. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, mais c'est vrai qu'on a tendance... En plus, dans notre métier, dans mon métier en particulier, je rencontre plein de gens qui ont des boîtes incroyables, tous les jours, tout le temps. Et donc t'as l'impression que c'est jamais assez, et que ce que t'as fait, c'est pas grand-chose, et que les autres font mieux. Donc, déjà, c'est intéressant de regarder, mais des fois, je fais gaffe à ne pas trop regarder, parce qu'autrement, tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb. Moi, je suis très admiratif de ceux qui sont capables de passer à l'échelle sur ces métiers-là, et notamment sur des géographies différentes. On en parlait tout à l'heure de la géographie, des différences de géographie. J'ai pas l'exemple en tête. Enfin, si, j'ai forcément WeWork en tête qui s'est fracassé. Ouais, mais tu vois des acteurs comme Now Coworking, des acteurs comme comment s'appelle, Bureau Co, qui s'appelle plus comme ça, mais donc il y a quelques acteurs quand même. Même si Morning est très centré parisien, mais leur développement est incroyable. Je sais pas combien ils ont de centaines de milliers de mètres carrés sous gestion. Enfin, c'est ouf. Et Clément Alteresco, qui est le patron que j'ai croisé une fois, tu te dis, je dois être nul, quoi, tu vois. Tu fais, moi, j'ai pas réussi tout ça. Donc, ceux qui sont passés à l'échelle, notamment, et en plus sur des géographies différentes, je suis assez admiratif. En revanche, en général, c'est aussi des gens qui sont adossés, tu vois, des Babel Community, c'est des projets géniaux. Babel, c'est co-living, coworking, restauration. C'est des lieux assez incroyables. Je bosse en ce moment avec une ancienne de The Boost Society qui faisait du co-living. En fait, des boîtes qui ont déployé 30-35 résidences de co-living de 200 à 600 chambres partout en France, et 1 milliard d'invest, et toi, tu es là. Waouh, ouais. Moi, j'ai 6 lieux, j'ai un petit resto, tu vois. Donc... Ouais, mais il y a aussi plein de gens qui te voient, Greg, en mode Greg, il est trop fort. Oui, je sais pas. Je me le dis jamais. Et... L'herbe est toujours plus verte ailleurs, quoi. Non, mais c'est ça. Et en fait, moi, je trouve l'enfer, c'est de se comparer. Tu te compares toujours des gens qui font mieux que toi. Mais c'est vrai que... Et puis, parce que le contexte est plus dur aussi, donc forcément, tu es un peu plus en questionnement sur toi. Mais ça, tu as quand même des exemples de boîtes qui ont réussi des moves, qui ont réussi à s'adosser à des fonds. Tu vois, Babel, et je crois qu'ils ont relevé 40 millions là récemment pour déployer d'autres résidences partout en Europe. Bravo les gars, quoi. Enfin, je sais pas comment vous avez fait. Enfin, Donc, en revanche, ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que surtout sur un métier comme l'immobilier, et même l'immobilier de service, il faut du fric. Il faut beaucoup de fric pour déployer. Il faut aussi des gens qui acceptent de prendre des risques, qui acceptent de prendre des risques sur la durée. Et il y en a pas mal qui se sont développés avec un modèle ou une imbrication très forte entre le foncier et l'exploitation. Et évidemment, je ne dis pas qu'on aurait fait mieux avec 40 millions d'euros, mais probablement qu'on aurait fait différemment, qu'on aurait construit différemment. Et voilà. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se serait marré le plus. Tu vois. Peut-être demain, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, pour justement évoquer un peu le futur, c'est quoi les prochaines choses pour toi, pour le Palace, pour Ici Lundi Pour Ici Lundi, moi, ce que je disais, c'est un peu stabiliser, confirmer ce qu'on sait faire, continuer à développer l'expérience la meilleure possible dans un contexte qui est plus difficile et moins
moins stimulant, en tout cas au sens business qu'avant. Et je pense que, tu vois, c'est un moment de... On parlait dans les contextes de crise ou de difficulté, il faut parier sur ses clients, quoi, sur fidéliser ses clients. Parce que partir à la conquête dans un moment où le marché est plus difficile, c'est souvent perdre beaucoup d'énergie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en fait, ceux à qui tu tiens le plus, c'est tes clients. Et donc, on est plutôt dans une logique de fidélisation, de consolidation qu'une logique d'expansion. Ça ne nous empêche pas de vouloir monter des nouveaux projets, de monter des nouveaux événements, monter des nouveaux formats. On travaille sur la diversification du business model, on travaille sur des sujets autour de l'IA, on travaille sur des programmes, on continue de lancer nos promos d'incubation, parce qu'on fait ça depuis des années. Donc, on ne baisse pas du tout les bras et on croit plus que jamais à cette notion d'écosystème, parce que je crois que c'est encore plus vrai en contexte de crise. Mais par contre, consolidation, fidélisation. Et après, on a parlé un peu tout à l'heure ensemble, mais moi, je crois que ce qui moi, me nourrit à titre perso, c'est cette logique d'hospitality, c'est-à-dire ce sens de l'accueil, la capacité à créer les parcours, les expériences pour les gens. Et là, ça fait longtemps moi et même avec Ici Lundi, on avait en tête de regarder le hors la ville, tu vois. C'est bien l'urbain, mais en vrai, c'est cool. La campagne, la plage, ce que tu veux. Et il y a quelques années, on avait regardé un projet un peu attentivement. On avait même été jusqu'à faire une offre pour acheter un hôtel en Vendée. Le projet s'est pas fait, pareil, question de contexte. Et puis, hôtel avec du surf, je crois. Ouais, une espèce de surf camp, remote camp, tu vois. Moi, le projet est canon. En revanche, c'est hyper casse-gueule économiquement. Tu vois, pour trouver sa taille. Et après, mais par contre, ça nourrit toujours, tu vois, se dire, qu'est-ce qu'on fait quand tu fais de l'événementiel, quand tu fais de la restauration. Moi, ça m'est arrivé de faire des services au restaurant. Et tu vois, pour le gamin Camelot qui était sur les marchés avec son papa, en fait, ça tilte de ouf, quoi. C'est génial, ce rapport à l'accueil, à l'instantanéité, à la capacité à faire sourire, à changer le mood des gens que tu as en face de toi, avec l'énergie. Moi, je me souviens de services le soir où, tu vois, les gens se marrent et tu vois, tu peux apporter quelque chose au moment des gens, sur l'instant. Tu vois. Donc, le B2B, c'est cool. Les cycles longs, c'est intéressant. Mais tu vois, cette hospitality, c'est comment, là, au quotidien, dans l'instant, un geste sympa, un café servi, une distribution de bons becs dans les bureaux, ou un sourire de plus, une énergie de plus en servant au resto, je trouve que ça, c'est hyper gratifiant et hyper intéressant. Et moi, j'ai très envie d'aller y tirer ça. L'événementiel m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, justement, de créer des expériences événementielles canon. C'est stressant aussi, l'événementiel, non ? Ouais, et puis il y a des... Oui. Il n'y a pas le truc en mode j'espère qu'ils vont venir Non, alors il y a l'événementiel que tu fais en mode public et il y a l'événementiel que tu vends, tu vois. C'est celui que tu vends au sens, effectivement, organiser un startup week-end ou un 0 to 1, donc des trucs où il faut que les gens s'inscrivent ou payent leur billet. Ça, c'est très stressant. En plus, je vous le dis entre nous, mais vous prenez vos billets toujours trop tard et c'est trop relou. Parce que toi, tu es là derrière ta billetterie et ça ne bouge pas parce que tout le monde se règle 2 semaines à la fin, comme d'habitude. Ouais. Parce que bande de radins ne voulait pas mettre la carte bleue avant. Donc ouais, ça, c'est un peu stressant. Mais en revanche, c'est aussi tous ceux qui ont besoin d'organiser des événements, qui ont besoin de créer des expériences pour leur collab, pour des confs, pour des... ça, là, tu prends un kiff. Nous, je prends l'exemple on a créé un événement pour l'Institut de cancérologie de l'Ouest. C'était passionnant parce qu'en fait, ils ont une cellule d'innovation qui s'appelle Impulse et on les a aidés à construire un événement pour rassembler les communautés scientifiques, de médecins, etc., autour d'un sujet comme la cancérologie, en allant chercher des startups. Enfin, tu vois, tu ressors d'un projet comme ça. Tu as créé une expérience trop cool. Tu t'es nourri intellectuellement parce que tu as quand même un peu suivi. Tu as rencontré des nouvelles têtes, tu as rencontré des médecins, enfin, tu vois, je trouve ça hyper passionnant. Okay. Et en plus, là, tu amènes ta touche, tu amènes ton identité, tu amènes ton expertise, tu amènes tes croyances aussi de ce que doit être l'événementiel, de
de la porosité entre des cibles différentes. Tu vois, justement, mettre dans une même salle une start-up et un médecin, c'est pas si simple. Et merci Alicia de nous avoir fait confiance là-dessus, mais je trouve ça, pour le coup, hyper passionnant. Et derrière ça, il y a toujours les lieux. C'est-à-dire, moi, c'est là où moi j'adore le business du lieu, c'est parce que c'est un super outil de l'hospitality, de l'accueil, du rassemblement, de fédérer. Enfin, tu vois, en vrai, je crois que des fois j'oublie de me le dire, mais cette chance que j'ai de bosser dans ce système-là, dans cet écosystème-là, d'avoir ce lieu, enfin, tu vois, c'est con, mais même mes gamines, tu vois, elles sont attachées à ça, quoi. Elles savent, c'est un peu le lieu de papa. Alors, tu vois, quand ça me rappelle cette histoire de quand j'étais gamin et que je comprenais le métier de mes parents. Et en fait, là, mes gamines comprennent mon métier. Ouais. Et c'est trop cool. C'est canon. Ouais. Et tu vois, moi, c'est un truc, ça me nourrit vachement. Alors que quand j'étais en agence, pour expliquer que je faisais des campagnes 360, de marketing, de machin, et je sais, pour rien. Et donc, tu partages rien. Ouais. Alors que là, le samedi matin, tu l'emmènes au Palace parce que je sais pas quoi, il y a un événement, tu fais la finale du Startup Weekend le soir et ta gamine est là. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un truc vachement intéressant. Bref, tout ça pour dire que cette hospitalité, c'est un truc que moi, je veux continuer de creuser. Et la là, campagne, tu nous as parlé de campagne. Ouais, et là, mon enjeu futur, c'est de regarder comment, justement, on fait sortir les gens de la ville. Il y a un petit sujet qui m'anime beaucoup, qui est... je pense que... Et ça, je pense que c'est aussi lié au papa qui est en moi, quoi. Il y a pas mal de trucs récemment sur la sédentarité des gamins, sur le rapport à la nature, quoi, qui est hyper flippant, en vrai. Qui est, tu vois, les gamins sont trop devant les écrans, pas assez en contact avec la nature, connaissent rien de la faune et la flore. Enfin, c'est très flippant pour le monde de demain. Je ne sais pas si je vais le sauver, mais en tout cas, il y a un enjeu derrière qui est l'hospitality à la campagne qu'on est en train d'étirer sur un nouveau projet. Et là, on va se rapprocher vraiment des métiers d'hôtellerie. Et ça, moi, c'est un défi qui me passionne parce que autant on fait bosser les gens, on nourrit les gens, on fait faire des teufs aux gens, on fait faire des blind tests aux gens, et c'est trop cool. Mais on ne fait pas encore dormir les gens. Enfin, quoique au Startup Weekend, de temps en temps, on met des matelas pourris dans la salle de sport. Mais tu vois, pour l'instant, je ne fais pas dormir les gens. Et moi, je crois que ça, c'est un truc que j'ai très envie de faire. Parce que tu gardes les gens sur la durée, sur 2 jours, sur 3 jours. Tu t'inscris dans leur quotidien. Et en plus, si tu le fais en nature, à la nature, en campagne, avec les gamins, moi, j'ai une image qui me percute et qui a probablement motivé là, cette perspective entrepreneuriale. J'ai une photo de ma gamine qui fait du vélo en pleine forêt de pins, je sais pas quoi. Et je me dis, en fait, c'est là où je suis le meilleur papa du monde. Tu vois. Ouais. Je peux pas être un meilleur père que d'emmener ma gamine faire du vélo dans la forêt. C'est clair. Tu vois, c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire. Et moi, en vrai, j'aimerais bien étirer ça et on bosse assez dur là-dessus pour que voilà, si tout va bien, en 2026, il y aura un projet sympa là-dessus. Teaser, suivez... De malade. Greg, on te suit où sur LinkedIn ? LinkedIn, ouais. Ton réseau. Puis, ouais, je suis très mauvais. J'aime bien Insta, mais je suis pas du tout câblé pour ma propre influence. On ne comprend pas comment ça marche. Ouais, non, mais si, mais pour les comptes pro, il y a des super trucs à faire. Mais c'est vrai que c'est un autre bail. Ça marche. Bon, merci beaucoup Greg, je crois qu'on a fait le tour. C'était super. Très chouette de t'avoir. Avec plaisir. J'espère que c'était chouette. Mais on ne l'a pas préparé cette question. Des fois, il y a des gens qui bug quand je pose la question. Si on doit inviter une nouvelle personne dans le podcast, est-ce que tu as quelqu'un en tête dans le monde de l'IMO où tu dis « Ah ouais, lui, elle est intéressante ». Ouais, tu peux. J'ai plein de gens, mais tu peux en proximité, tu peux inviter Pierre-Yves Le Gall. C'est trop cool, je sais pas, tu connais lui ? Je ne sais pas qui c'est. Pierre-Yves Le Gall, c'est le patron du lieu-dit. Oui, demain. D'accord, le resto avec plein de peintures en façade. Exactement. Qui est en fait un hôtel. En vrai. Ah bon ? Et oui, okay, c'est ça qui est drôle. C'est un hôtel. Il a repris un hôtel de seconde zone, entre guillemets, et il en a fait un lieu trendy. Il a repris un hôtel là, tout près d'ici, dans le centre de Nantes, un Kyriade qu'il a transformé en un hôtel bien plus sexy qui s'appelle Demain. Et il est en train de bosser sur un projet à la gare. Et moi, j'adore ce gars parce que justement, dans l'hospitality, je pense que là, il a bien plus bossé que moi parce qu'il a 20 ans d'hôtellerie dans les pattes.
et avec des jolies valeurs, des jolies vertus. Enfin, tu vois, le petit déjeuner à moins de 50 ou moins de 100 km. Donc, comment tu fais accepter à tes clients que tu n'as pas de jus d'orange le matin dans ton hôtel? Ok. Parce qu'en fait, les oranges, elles viennent de très loin. Je ne sais pas si c'est fondamental dans le truc, mais c'est des symboles qui sont importants, quoi. Ok, Donc, Pierre ouais, Régal. lui, tu peux... Bon, je l'inviterai, très je- bien. je- Et puis le business des hôtels à l'heure d'Airbnb et compagnie, il y a plein de Ouais, sujets, plein de questions. non, Ok. et puis, pour le coup, il est passionnant. Ok, canon. Bon, merci beaucoup, Greg. Ciao. Salut. Hop là, très bien. C'était long ou pas? C'était parfait. Enfin, je sais pas combien de temps on a enregistré, mais 1h13, c'est parfait. Ah bah, c'est moins long que 2h30. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.